Salut à tous très chers internautes. Vous êtes sur le point de regarder mon documentaire de fin d'études d'école de cinéma qui est concrètement une version extrêmement raccourcie mais nettement mieux travaillée de mon investigation 3 au domaine perdu. Si vous souhaitez voir plus de notre périple, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Sur ce, trêve de bavardage, installez-vous confortablement et bonne vidéo. Au cœur de nos contrées, perdus aux yeux du monde. On peut découvrir des lieux atypiques, remplis d'histoire. Des lieux qui attisent la curiosité des rares qui connaissent leur existence. Le domaine des Trois Colonnes en fait partie. Quand on l'observe, tout semble mort, figé dans le temps. Pourtant, une grande histoire lui survit, ponctuée de tragédies morbides qui donnent à ce lieu à l'allure effrayante une réputation de manoir hanté. Faisons de ce fait un bond dans le passé. Tout commence au XIVe siècle. À cette époque, Élisabeth d'Angervilliers possédait la seigneurie du domaine et des terres environnantes. Elle fit alors construire un premier château qui devint sa résidence. Château qui se trouvait au même endroit que le manoir et dont on trouve encore quelques vestiges à ses alentours. Celui-ci passe entre les mains de nombreux propriétaires qui se sont succédés jusqu'en 1792, où Jean-Louis Julien se suicida dans le plan d'eau du domaine, étant sur le point de perdre tous ses biens suite à la Révolution française. Mais les instants de malheur ne faisaient que commencer. Car le couple Tupin, propriétaire du domaine pendant le 19e siècle, est mort en se tenant la main la nuit du 7 au 8 janvier. Au-delà de ces premières tragédies, les propriétaires s'enchaînèrent de nouveau, menant à la construction du manoir à l'emplacement même du vieux château en 1908 par Lazare Weller, un riche industriel et homme politique d'origine juive. Après sa mort en 1928, le couple Weisweller, lui aussi juif, reprend le domaine et y vit jusqu'en 1942 où ils vécurent l'horreur de la guerre. Betty Weisweller se fait déporter à Auschwitz et son mari Arthur se suicide avant l'arrivée des nazis. Après ce drame, l'organisation TOT, un groupe de génie civil et militaires nazis, prend possession du manoir. Les Américains et les Anglais le saisissent et le pillent lors de la libération de la France, et le manoir ne sera plus jamais habité, complètement laissé à l'abandon. Même Gustave Leven, l'ancien directeur de Perrier qui reprend le domaine en 1948 en conséquence d'un investissement, ne rénovera jamais le manoir, n'ayant pas eu de coup de cœur pour le site. À l'heure actuelle, le domaine appartient à un homme d'affaires qui délaisse lui aussi totalement son terrain, laissant le domaine perdu au milieu de la friche et de la nature qui reprend petit à petit ses droits. Ainsi, suite aux nombreux événements tragiques ayant eu lieu au manoir et vu son état catastrophique, lui donnant une allure horrifique, des rumeurs ont pris forme. C'est cette légende que Pierre et moi avons décidé de vérifier en y menant une expédition la nuit du 7 au 8 janvier. Cette même nuit où le couple Tupin est mort par le passé. Bonjour à tous. Dans ce documentaire, je suis actuellement avec
avec Pierre, juste là. Et on va passer ensemble la nuit dans ce manoir en fait. Donc on va mener notre petite enquête. Là déjà on va se rendre à l'intérieur. On va faire un premier tour. Et on va se rendre au dernier étage, donc tout là-haut. Tout là-haut. Pour commencer à enquêter, à mettre en place notre dispositif avec toutes nos caméras. Donc là on va entrer dans une petite cour qui est très sympathique. L'endroit devait être sacrément luxueux. À l'époque il était très luxueux. Il fait très froid. Je baisse un peu mon panneau, c'est bon. Je fais pas hyper attention à comment je filme, hein, parce que je fais attention où je mets mes pieds. Voilà. Bienvenue au manoir. Bienvenue au premier étage du bâtiment. Aïe. Ça va? Oui, ça va. On va éviter ici parce que le toit est à moitié effondré. Alors, je sais pas s'il y a des gens... Il y a des squatteurs, je sais pas. En fait, c'est ma principale peur, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous embêter. Je me perds à moitié. J'aime pas ça. Il n'y a pas de rambarde. On va aller voir là-bas, dans le fond. Dans le fond? Là-bas? Ouais. Oui. Je n'aime pas ça. Fais très attention surtout, hein. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? S'il y a quelqu'un, faut pas qu'il hésite à se manifester surtout. On n'est pas là pour déranger. Je vais essayer d'aller là. En tout cas, pareil, si on dérange, faut pas hésiter à nous le faire comprendre. Et Bon, bah. on partira. Attends, il y a quelque chose là-bas. J'ai trouvé un truc bizarre au sol. Si, là. Regarde. Ok. Ça n'a pas la forme d'une étoile. Si, c'est un pentacle ça. Pentacle. Ouais. Ça c'est pareil, c'est un symbole satanique. Symbole, bon ça a plein de significations, hein, mais ça peut avoir, ça fait partie de l'imagerie un peu satanique, oui. Moi ce que je me demande, c'est qu'est-ce que c'est que ce machin. Ça a été gravé ça, on dirait. Avec quoi? Je sais pas. C'est une gravure. Je n'ai
aucune idée de ce que c'est. Dégueulasse. J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Je crois pas qu'il a pu se dérouler des choses en rapport avec Ça. Je sais pas, je me demande. Attends. Qu'est-ce que... Quand tu permets. Oui. Ça a l'air d'être d'époque. École communale de Chais, distribution des prix, classe division, décerné à l'élève Raymond Morio. À mon avis, il doit en manquer un bout. Non, ça s'assemble, regarde. Ça date de 1908. Cette pièce que nous venions de découvrir était une surprise à laquelle nous ne nous attendions pas du tout. Et cette surprise nous a donné froid dans le dos. Déjà cette plaque, il y a effectivement de grandes chances à ce que les écritures arabes qui s'y trouvent soient en réalité du sang séché, ce qui est d'autant plus visible lorsqu'on voit ces images prises par un ami qui datent d'environ 2 semaines avant notre visite. Malheureusement, même après avoir été en contact avec des connaisseurs, impossible de traduire ces écrits. Le pentacle, ou plutôt pentagramme, dessiné au sol, est lui par contre probablement une blague, de par le fait que les runes issues visiblement du futarque, dessinées autour, ne donnent pas grand sens à celui-ci au final. Mais notre plus belle découverte est ce document historique, ce prix décerné à Raymond Morio en 1908, soit la même date de la construction du manoir. Après vérification auprès de la mairie, l'école désignée dessus ne vient pas du coin, et Raymond a dû oublier ça dans le manoir à l'époque. Ce qui est incroyable, c'est quand on se dit que ce bout de papier a réussi à traverser l'occupation du manoir par les nazis, puis par les Américains et Anglais pour parvenir jusqu'à nous. Une trouvaille que je trouve inestimable tant elle est significative par rapport au passé du manoir. Voilà, nickel. Du coup, ça enregistre bien. Le couloir aussi. Il faut qu'on aille allumer la Sony. Je te laisse t'en occuper parce que tu la connais mieux que moi, la caméra. On n'a rien oublié, c'est bon. Ok. Et ça tourne. Ça tourne, c'est parfait. C'est quelque chose. Écoute, je vais te laisser un peu ici en haut. Je vais commencer à voir un peu ce qu'il y a en bas. Ok, bah t'éloignes pas trop quand même. Je m'éloigne pas trop, t'inquiète. Je ferai attention à pas confondre tes bruits à toi ou au mien. Moi, en attendant, je vais en bas. Je ne m'éloigne pas trop, Pierre. Ça finit par peser au bout d'un moment. Ah, c'est vrai. J'arrive. On va essayer. J'arrive pas à atténuer cette curiosité d'aller voir ce qui se passe en bas. Je peux pas vous cacher que ça fait du bien de parler à la caméra. Cet endroit a beau avoir l'air splendide. C'est pas le lieu le plus rassurant du monde. Tout va bien.
Tu as dit quelque chose? Guillaume? Guillaume? Où es-tu? Guillaume? J'arrive. Ça tourne bien. Ça tourne bien. C'est parti. On est bon. Je suis là, t'inquiète. Ça va? Il y a un bruit chelou. Où ça? Là-bas. Là où on a placé la Sony. C'est quelqu'un? Je sais pas. Il y a un bruit depuis tout à l'heure. Ça venait de cette paroi. Tu l'entends? Ouais. Ça doit être une bestiole. Je pense aussi, mais je savais pas. Ça s'approche ça s'arrête quand je m'approche. C'est bizarre. Non, à mon avis, ça doit être une souris, un truc à la con, je sais pas. En tout cas, ça a repris. À mon avis, c'est un animal à la con de ce style. On a placé la caméra, la petite Panasonic, dans une autre pièce. Pendant ce temps-là, je vais essayer de jouer un petit morceau. Bon, ça va me détendre personnellement. Et on verra si ça fait quelque chose. Hein. On sait jamais, on teste des trucs. Ça ne coûte rien. Et ça détend. Alors je vais sans doute mal jouer parce que il fait froid. Et je suis pas échauffé. Et j'ai pas accordé ma guitare. La totale. C'est suite à ces pauvres résultats que j'ai clairement douté sur la pertinence de ce que nous raconte la légende. Nous avons donc poussé nos recherches plus loin. Concernant tout d'abord le couple Tupin, il est en réalité mort dans les écuries, donc rien à voir au final avec le manoir. Pour ce qui est du couple Weisweiler, le fameux couple juif dont la femme a été déportée et dont le mari s'est suicidé dans le manoir avant l'arrivée des nazis. Eh bien, cette histoire m'intriguait particulièrement. J'ai donc contacté Timothy Hanem, auteur du livre Urbex, 50 lieux secrets et abandonnés en France et créateur du site Glauqueland, pour tenter d'avoir de nouveaux éléments. Au fil de notre discussion, je me suis rendu compte qu'il semblait connaître le lieu comme sa poche. Et il m'a révélé que non, aucun mari juif ne s'est suicidé dans le manoir. Suite à cette discussion, je me suis bien renseigné sur ce couple, et le mari, Arthur Weisweiler, serait visiblement mort à Antibes, une ville se situant en Côte d'Azur en 1941. Pour être absolument certain de ces faits, j'ai par la suite pris rendez-vous avec la maire de la ville où se trouve le domaine. Sauf qu'elle n'avait pas l'air de beaucoup connaître l'histoire du manoir. Elle m'a affirmé que de ce qu'elle sait, le mari se serait bien suicidé comme le raconte la légende. Et du coup, c'est la vérité qu'il a survécu, tout ça Alors, moi, ce que je sais, pareil, c'est que la femme a été déportée, morte, pas morte en déportation, et le mari s'est suicidé sur place. D'accord. Ici, dans le parc du château. D'accord, ok. Ouais, d'accord. Ok, difficile de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, au final. Ouais. On ne m'a du coup évidemment pas laissé accès aux archives du lieu. Si ce que Timothy et le mur Wikipédia de la famille Weisweiler disent vrai, ça voudrait dire que le site Urbexation, le Parisien, nombre d'autres sites internet et la maire de la ville ont fait de la désinformation. Du coup, qui croire ? Quelle conclusion apporter suite à notre investigation au manoir ? Celui-ci est-il hanté par une présence paranormale ? Ou toute cette histoire n'est-elle que simple légende ? Je vous le dis clairement,
Personnellement, je pencherais bien plus vers la simple légende, et j'aurais plus tendance à croire Timothy Hanem, qui semblait vraiment savoir de quoi il parlait, ainsi que la mairie d'Antibes, qui me confirmait exactement les mêmes faits. Il est vrai que lorsqu'on voit un manoir comme celui-ci, notre imagination travaille énormément. Il est très facile d'y coller une étiquette de manoir hanté, et c'est à partir de là que l'histoire se retrouve transformée pour que ce genre de fantasme prenne forme. Et malheureusement, ces légendes se retrouvent de plus en plus ancrées au fil du temps, si bien qu'elles finissent confondues avec la réalité et facilement relayées par Internet. La réalité est malheureusement souvent décevante, tout comme est la vérité sur ce manoir. Vous, chers spectateurs, vous auriez aimé voir du paranormal, voir du spectacle avec des objets qui bougent, de vrais fantômes qui cherchent à communiquer avec nous. Mais non. La réalité est souvent bien moins fantaisiste qu'on le souhaiterait, bien moins magique.